écoutez, on peut peut-être commencer avec vous, Dominique. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire qui vous êtes et ce qu'est CapsData? Alors, bonjour Yves, merci de nous inviter aujourd'hui à cette interview. Alors, qui je suis? Je suis un entrepreneur du numérique depuis 35 ans qui a débuté par la 3D volumique paramétrique pour l'architecture et le bâtiment, donc le monde de l'AEC, et qui a vécu une vingtaine d'années à Montréal, qui est la ville de la 3D, et qui, de retour en France, eh bien, a constaté que certes, le marché de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction avait évolué au niveau du numérique, mais que c'était quand même pas tout à fait la pure démocratisation. Et donc, j'ai décidé de mettre en place un écosystème, un collectif d'entrepreneurs pour justement travailler sur la continuité, la fiabilité et l'accessibilité de la donnée tout au long de la chaîne de valeur du cycle de vie du bâtiment et des infrastructures. Alors, c'est vaste programme, dirais-je. Dans le cadre de ce programme, vous accueillez CapsData, avec lequel vous devenez partenaire. Alors, il serait intéressant, de rappeler qui est CapsData et de nous expliquer en quoi c'est un partenaire qui vous intéresse et avec lequel vous travaillez. Alors, si vous voulez, dans ma recherche des technologies françaises slash francophones, j'ai eu l'occasion de rencontrer Didier et son équipe. Et vraiment, je suis assez technologue, hein, j'ai été vraiment très intéressé par l'approche que Didier et son équipe ont mis en place, parce qu'en fait, elle permet pour moi l'adéquation en temps réel entre les systèmes existants au niveau des infrastructures, équipements et infrastructures IT et les besoins internes et externes de l'environnement. Et cette adéquation, dans le cadre de l'économie d'énergie, elle est vitale, voire stratégique pour moi. Et c'est tout à fait naturellement que CapData avait donc tout à fait sa place dans l'écosystème SBLM. Et on va rappeler, avant de donner la parole à Didier Personic, qui est à l'origine de CapsData et qui en est, je dirais, l'âme technique, hein, on va également rappeler que, en fait, la technologie CapsData repose sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Dominique? Oui, oui, bien sûr. En fait, la technologie CapData, c'est à la fois de l'IoT et du hard et tout un ensemble d'algorithmies IA qui fait que la solution turnkey, comme on dit, est vraiment optimale, quoi. Dominique, merci pour votre intervention. Elle vient rappeler l'importance qu'il y a aujourd'hui pour des projets comme celui de CapsData et pour de nombreux acteurs qui, entre autres, souhaiteraient évoluer dans le domaine du data center, l'importance d'être accompagnés. Oui, vous savez, l'entrepreneur est toujours très seul et quand on a 40 années d'expérience entrepreneuriale comme moi, on essaye de rendre service à autrui et effectivement, c'est ce que j'essaye de faire dans le cadre de SBL. Bien, donc maintenant je me tourne vers Didier. Didier, comment tu réagis par rapport au discours de Dominique? C'est bonne, encore une fois, bonne introduction du point d'étape dans lequel vit aujourd'hui l'entreprise CapsData. Je suis le fondateur, ça fait un peu moins de 10 ans aujourd'hui qu'existe CapsData. On a principalement une activité de data lab, hein. On est des scientifiques de la donnée. Le personnel de CapsData, ce sont des mathématiciens, ce sont des docteurs en maths. Et notre matière première, c'est la data industrielle. Donc, on descend avec les chaussures de sécurité, le casque, et on va chercher la data nous-mêmes avec nos IoT. Vous voyez, un profil un peu bi-compétence, hein, très, très concrète, très pratique sur l'infrastructure, et d'autre part, une préoccupation ensuite d'utiliser l'abstraction data, hein, pour comprendre l'infrastructure. Et donc, on sort de cette époque-là, et là, 2024 est une date importante pour nous, puisqu'on commence à commercialiser nos solutions. On a quelques clients qui nous font confiance, et on souhaite accélérer. C'est dans ce cadre-là que l'apport d'un réseau comme SBLM, comme le porte aujourd'hui Dominique, est vraiment essentiel. On a une expertise très pointue, désolé, mais elle intéresse quasiment personne, quoi. Toute nue, toute seule, on n'en fait rien. Hein. Donc, cette expertise très pointue, il faut la mettre en musique, il faut la mettre en forme, et c'est vraiment l'apport d'un réseau comme celui de Dominique qui va nous permettre de poser cela
de manière intelligente, utile pour nos clients, efficace pour nos clients, utile et efficace pour les infrastructures sur lesquelles on va intervenir. Et ça, on ne peut pas le faire seul. C'est juste pas possible. Donc, on est petit, hein, on est français, l'entreprise, c'est une quinzaine de personnes aujourd'hui, mais c'est rien par rapport maintenant à ce qu'il faut qu'on mette en marche pour nos clients. Et d'autant plus que la matière première sur laquelle nous travaillons, ce sont les data. C'est pas très concret tout ça, hein, c'est un minerai un peu spécial. En plus de l'IA. Alors là, tout le monde sait ce que c'est. Non, tout le monde ne sait pas ce que c'est. ChatGPT peut-être sur le smartphone, et encore, c'est pas sûr. De l'IA pour l'industrie, waouh! L'industrie, c'est prudent. L'industrie, il faut que ce soit éprouvé, très clair, que ce soit testé, que ce soit validé dans tous les sens. Oui, ben justement, aujourd'hui, sur l'efficacité énergétique des bâtiments complexes, les data centers sont des bâtiments complexes. Ben, notre constat, c'est de dire il y a longtemps que la solution aurait été trouvée si elle existait avec une approche conventionnelle classique. Et tout d'un coup, là, on comprend un peu mieux pourquoi Capsdata sort aujourd'hui un peu du bois, sort du Data Lab. C'est que les technologies sur lesquelles nous allons travailler sont au point. Alors, on n'est pas les seuls à le dire, hein. Il y a beaucoup de labs aujourd'hui internationaux qui le disent, en particulier Google, mais ce n'est pas le seul. En particulier Microsoft, mais ce n'est pas le seul. En particulier l'INRIA, c'est pas le seul, le CNRS, c'est pas le seul, et un petit lab à Lille hein, qui s'appelle Capsdata, qui commence à sortir des choses qui sont stupéfiantes et qui sont assez bluffantes d'un point de vue efficacité. Donc c'est cette zone-là qui amène la collaboration avec Dominique, avec SBLM, et la nécessité d'accélérer un peu dans tous les sens. Voilà, alors, comme aujourd'hui dans le cadre de la journée du data center, le cadre dans lequel nous évoluons, on a bien compris que vous évoluez entre autres dans le domaine du data center, hein, ce qui est important pour nous. Selon votre vision, quels sont les enjeux du data center, sachant, on va le rappeler, que vous êtes dans une situation qui est quand même assez particulière, c'est-à-dire que vous développez des solutions de gestion d'IA, etc., pour des gens qui vont devoir accueillir également des solutions d'IA. C'est un sacré challenge, j'imagine. Oui, merci. C'est justement ce paradoxe. C'est-à-dire un data center, c'est une machine aujourd'hui qui va de plus en plus accueillir des moteurs d'IA. Je parlais de Amazon, je parlais de Google, je parlais de Microsoft. Ils veulent que sur le smartphone, il y ait de plus en plus de reconnaissance automatique de diverses formes, que ce soit du texte, de l'image, du son, de la vidéo, enfin bref, ça part dans tous les sens. Utile de dire que tout ça, c'est le cloud, non, c'est pas le nuage, hein, c'est très concret. Il y a des CPU, il y a de la mémoire qui tourne quelque part. Ça s'appelle un data center. Donc c'est clair que l'IA est en train de bouleverser aujourd'hui. L'arrivée de l'IA standard dans la vie courante comme dans la vie professionnelle, de toute façon, va bouleverser le domaine du data center. Et c'est déjà en marche. La densité d'une baie aujourd'hui standard, c'est aux environs de 2 kW de puissance. Lorsque vous commencez à empiler de la CPU dédiée IA, on est plus proche de 15, voire de 20, et on parle de 30 kW au mètre carré. Inutile de dire que quand le data center standard, qui a été construit il y a 4-5 ans, voit arriver ça dans son environnement, ça va bouleverser un peu les choses. Puis petit 2, là, c'est l'autre IA sur laquelle nous travaillons, c'est se dire, oui, mais pour piloter tout ça, ça devient de plus en plus complexe, il y a énormément de variabilité, pas que d'ailleurs en termes de data center in situ, c'est aussi la météo qui bouge. Il fait de plus en plus chaud, il fait de plus en plus sec, et non, il fait de plus en plus humide aussi, parce que vous prenez un orage sur un data center, ça perturbe, quoi. Data center, si vous lui rentrez 100% d'humidité dans les serveurs, ça va pas aller, quoi. Donc, c'est de l'énergie qu'il va falloir consommer de plus en plus de manière complexe pour pouvoir obtenir le service attendu par les clients, par les utilisateurs d'IA, mais autres aussi, quoi. Donc, le data center est finalement à la convergence de deux trajectoires. L'usage, les clients veulent de plus en plus d'IA. Mettons de l'IA pour rendre l'usage plus simple et plus efficace.
Alors, dans le même temps, d'ailleurs, c'est pas étonnant, c'est une évolution logique, mais dans le même temps, en fait, vos clients cherchent à donner, à apporter des rendus à leurs propres clients. C'est-à-dire que le data center accueille des clients, or ces nouveaux clients ou ces clients habituels qui mettent leur infrastructure dans le data center, ils ont besoin aussi d'éléments et de résultats et de chiffres et de mesures que les data centers traditionnels n'ont pas toujours la facilité à la fois de récupérer, d'analyser et de transcrire. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis en plus, il y a une pression réglementaire qui vient troubler le jeu, parce qu'il y a RSE, donc il faut mettre quelque chose dans le rapport d'empreinte carbone de l'entreprise. Bah oui, mais si toute mon informatique est hébergée dans un data center tiers, bah, je suis obligé de, entre guillemets, copier le résultat que ce data center m'a fourni en termes d'impact carbone de mes données, de mon informatique. Donc ça part vraiment, ça s'accélère et ça met de plus en plus d'obligations de transparence entre les gens qui sont dans le IT, qui sont utilisateurs, et les gens qui sont dans l'infrastructure bâtiment, de refroidissement comme de fourniture de l'énergie électrique. Donc on voit bien, il y a de plus en plus, nous on appelle ça l'urbanisation de l'informatique avec l'urbanisation du cooling. Si vous avez un point chaud dans votre data center, dans votre salle, en valeur moyenne, tout va bien. Oui, mais là, il y a un point chaud. Donc ça peut être embêtant si vous faites par exemple du NVIDIA, de la GPU, bah, vous avez un point chaud, bah, naturellement, le processeur, les machines vont downsizer la puissance disponible pour garder une ambiance thermique compatible. Donc les clients sont de plus en plus aujourd'hui en attente d'informations sur l'infrastructure de cooling, l'infrastructure bâtiment du data center pour être plus habiles au niveau de la gestion de leur informatique. À ce propos, Didier, vous avez un exemple, c'est le CEA. Oui, tout à fait. On ne va pas dévoiler des secrets sur le CEA, c'est du calcul scientifique pour faire de la simulation. Donc, la difficulté d'un data center comme celui-là, c'est de passer de quelques kilowatts, allez, un millier de kilowatts, un mégawatt, typiquement en mode flat, où il ne se passe pas grand-chose dans le data center, à, en quelques secondes, plus de 8 mégawatts, parce qu'on a lancé un plan calcul qui va durer 24 heures, qui va durer 36 heures. Et c'est la situation au pire pour l'infrastructure de cooling, pour le bâtiment, puisque les compresseurs ne sont pas au courant, et donc ils démarrent à froid, ils démarrent à sec. C'est de l'usure mécanique terrible. Rien qu'à l'oreille, vous l'entendez. C'est-à-dire, vous êtes à côté de compresseurs qui font aux environs de 500 kg chacun. Il y en a toute une rangée alignée, et vous les entendez hurler. Vous mettez les doigts dans les oreilles pour encore une fois, supporter le bruit. Donc, ça veut dire qu'une stratégie de couplage entre le IT, qui connaît son plan calcul, qui pourrait très bien le ralentir, qui pourrait très bien, par palier, monter en puissance, et le cooling, à qui on va dire même, ça y est, démarrer, parce que là, ça va partir. Et on a un client sur Paris qui a un data center de pré-post-production visuelle, qui utilise justement la technologie CapStack, CapsData, pour travailler et pour anticiper. Parce qu'ils vont utiliser les périodes de bas régime de puissance pour justement lancer des calculs de traitement d'image. Et donc, ce couplage-là va permettre justement très intelligemment de faire l'optimum de l'infrastructure, matériel, cooling et alimentation électrique, et du côté IT. Et ça, et moi j'invite aujourd'hui les utilisateurs, les utilisateurs de data center à se rapprocher de leur infrastructure. En valeur moyenne, encore une fois, tout va bien. Le diable est dans le détail. C'est-à-dire, on a des gisements d'économie à peu près cachés dans toutes les situations, dans toutes les zones qu'on peut vivre dans un data center. Alors justement, on va rentrer dans le détail. Vous êtes à l'origine d'une approche qui s'appelle le renforcement PIRL.
Oui. Allez, expliquez-nous, parce que là, on C'est vrai, commence à... j'ai le droit. Ouais, chic. Alors, en intelligence artificielle, qu'est-ce qui se cache derrière ce gros vilain mot? Finalement, il y a plusieurs écoles de pensée, quoi. C'est une façon d'aborder la data et une façon d'enrichir les connaissances dans la data brute. Donc, vous avez une école de pensée à la ChatGPT pour continuer à partir de quelque chose de connu, où vous avez un tel stock historique d'informations que vous avez finalement la connaissance presque fine de l'objectif de bon fonctionnement du truc. Tellement vous avez entraîné votre système, vous savez que votre voiture, à 130, ça va, à 180, c'est pas autorisé, mais elle fait du bruit, quoi. Donc, 130, c'est bien. Bon, pour différentes raisons, on connaît le modèle, d'accord? Donc, on sait à ce moment-là très facilement comparer le point de mesure temps réel avec cette référence, ce modèle. Trop facile, entre guillemets, dans l'industrie. Trop facile. Parce que ce n'est pas applicable dans l'industrie. Vous n'avez pas d'historique, ça change tout le temps, le matériel vieillit, etc. Donc, il y a une deuxième école de pensée, ce qu'on appelle non supervisée, c'est une école de pensée qui dit, pas grave, on va essayer de faire des familles de points, et on va essayer de regrouper, finalement, de constituer des similitudes. Ouais, d'accord, mais des similitudes, encore faut-il qu'on ait un avis sur au bilan, c'est bon ou c'est pas bon, ça marche bien ou ça marche pas bien. Et là, c'est le début de l'embrouille parce qu'il y a différents points de vue. Le point de vue du financier, c'est pas le point de vue du mainteneur et c'est pas le point de vue de l'utilisateur. Et donc, la troisième école de pensée sur laquelle nous, on a beaucoup travaillé, c'est tout ce qui est renforcement learning, hein, c'est l'apprentissage pour renforcer la connaissance des données, avec une spécialisation qui est de dire, mais attends, l'équipement, on le connaît quand même, il y a une datasheet, on sait ce qu'il est capable de faire, et on sait très bien aussi ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, faisons en sorte de renforcer justement la connaissance, les datas, avec ces informations issues justement de l'expertise de tout à chacun. L'expertise sur l'exploitant, l'expertise sur le mainteneur, l'expertise sur la datasheet de l'équipement, etc. Et donc, PIAL, c'est une discipline mathématique, c'est une discipline scientifique qui permet justement de se passer quelque part d'historique de données et qui est très bien adaptée pour s'adapter à des situations improbables, quoi. Une défaillance, une panne, c'est jamais la même. Ouais, justement, c'est quand elle arrive qu'il faut rebondir et qu'il faut adapter à ce moment-là l'interprétation et la compréhension de la situation au travers des données. Un data center typique, 2 MW, c'est assez standard, c'est aux environs de 10 à 12 000 points de mesure différents, avec une période de production qui est aux environs de 10 secondes. Donc ça fait quand même du monde. Donc il faut quand même pouvoir brasser ça sans avoir un data center pour piloter le data center, quoi, pour faire ça. Donc l'idée de ces algos, c'est justement de travailler sur des signatures, sur des profils précontraints par la connaissance du comportement physique de l'équipement ou d'un ensemble d'équipements ou d'une infrastructure. Ça vient au travers de la connaissance des experts, ça vient au travers de la connaissance des métiers, des exploitants, des mainteneurs, de tout le personnel qui exploite et qui connaît ça, il le connaît. Mais comme il n'y a pas de support pour le transcrire, on ne peut pas l'exploiter. Si, avec le Capstack, avec Capsdata, vous allez pouvoir intégrer dans vos données de mesurage brut toutes ces connaissances-là. C'est l'objectif, c'est le but. Et ça, on en est aujourd'hui sur des premiers résultats très concrets, sur par exemple la détection de fuite frigorifique sur des systèmes de climatisation. On va travailler, non pas en mettant et en ajoutant de l'instrumentation complexe et coûteux sur les équipements de production de froid, mais en travaillant sur les données complètement standards qu'on peut obtenir. Combien de kilowatts de puissance instantanée il appelle, là, en ce moment? Démarrage, arrêt des moteurs, démarrage, arrêt des ventilateurs, ouverture, fermeture des trappes, enfin bon, tout ce qui est lié vraiment à la consommation élec du dispositif. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, débit d'air, température in, température out, quelle température il a à l'extérieur, quelle humidité, parce qu'on n'est pas que sur de la température,
c'est une dimension intéressante, mais l'enthalpie, le comportement, humidité, température est très complexe. Hein. Ce que je vous disais, il fait 30 degrés, oui, mais avec un orage, bah, c'est pas 30 degrés avec 20% d'humidité dans l'air. Donc, ces paramètres-là sont multiples, sont complexes. Hein. Quand je vous dis entre 10 et 12 000 points de mesure, vous voyez bien que ce sont des dimensions différentes. Hein. Et donc, on comprend que c'est dans cette population, dans cette source de données-là, que se trouve la réponse au fait, est-ce que le rendement est plutôt bon ou plutôt pas bon? Ah oui, ben, je vais le comparer tout simplement avec les mêmes mesures sur les systèmes de climatisation voisins. Et donc là, on est en capacité, non pas de dire il y a une fuite, on est en train de dire il y a une suspicion de fuite, parce qu'on voit bien qu'il consomme plus d'électricité pour produire un volume d'air qui est pas gégène, quoi, qui est pas génial. Donc sur le circuit hydraulique, la conversion thermique réalisée par le compresseur, il y a un problème. Et s'il y a un problème, eh bien très probablement c'est parce que le circuit hydraulique ne fait pas le job entre l'évaporateur et le condenseur. Donc on a une suspicion. Alors la fuite, on la détecte pas précisément. Mais en tout cas, on détecte le fait que sur ce système de climatisation, il y a très probablement un problème. Vous voyez, un exemple très concret qui est en cours de test et de déploiement là, chez un de nos clients. Une des choses importantes, j'imagine, c'est la détection des signaux faibles pour vous. Ah oui, bien sûr, toutes les tendances. C'est-à-dire, pour l'instant, tout va bien. Ouais, c'est quand même mieux de savoir si je peux partir en week-end tranquille ou bien si samedi entre 3h et 4h du matin, ça va péter, quoi. Et là, c'est quoi? C'est l'interprétation par extrapolation, encore une fois, de tous ces croisements d'informations. Parce que du fait que on capte un certain nombre de points de mesure, hein, c'est le bilan qu'on va faire avant d'aller voir le médecin, en disant, bon, on va faire le bilan, on va voir si tout va bien, bon, la prise de sang, machin, truc. Bon, voilà, bah, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire, bah, en récoltant cet ensemble d'informations, on dit, bah, ouais, ça va plutôt bien, mais quand même, là, on voit bien que cette tendance-là, bah, comme on le fait en temps réel, bah, on ne va pas une fois chez le médecin, nous, avec le CapStack, là. On est continuellement en train de faire des analyses, quoi. Donc, on sait si ça va plutôt bien ou si, tiens, c'est en train de dériver, là. Okay. Alors, ce sont des dérives sur des températures par rapport à des contrats de service pour les clients utilisateurs qui remontent à ce moment-là comme étant potentiellement, attention, on va avoir une pénalité parce qu'on a un contrat de service, donc on a des obligations contractuelles, mais c'est aussi d'où ça vient, quel est l'équipement qui fait pas le job, est-ce que c'est le client qui a mis un point chaud à cet endroit-là ou est-ce que c'est notre système de clim qui sait pas traiter le point. Enfin, vous voyez, c'est vraiment dans la partie lecture et détection signaux faibles, c'est tout ce qui est avant-coureur, c'est-à-dire on sait que ça va arriver. Alors, à quelle heure, j'en sais rien, mais si on fait rien, c'est sûr que ça va arriver, quoi. Tout à fait. Et là, on brasse énormément d'informations, puisqu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Hein. On ne sait pas dans quelle salle, dans quel équipement, et précisément. Donc, l'IA est fait pour ça, quoi. Est fait pour manger de la donnée en très gros volume, à haute fréquence, de manière à isoler. Alors, on ne sait pas traiter le problème. Hein. On ne sait pas dire, bah, là, il faut appuyer sur le bouton. En revanche, on sait dire, dans la salle 2 du bâtiment 5, vous avez un point chaud qui va poser problème. De toute façon, d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce qu'on vous demande. Ce n'est pas de traiter le problème, c'est de l'identifier. Non, ce n'est pas notre métier. Hein. Notre métier n'est pas de mainteneur ou exploitant. Hein. Notre métier est d'aider ces équipes-là. Et c'est important parce que c'est une aide dont ils ont besoin et qu'ils n'ont pas. Du coup, j'imagine qu'un des ROI, des retours sur investissement essentiels que vous apportez, qu'apporte votre solution, c'est que vous allez permettre à l'opérateur de data center de pouvoir dormir sur ses deux oreilles. C'est quand même étonnant. Exactement. Et gagner du temps sur le diagnostic, et gagner du temps sur le traitement du problème, et gagner du temps sur j'anticipe. J'anticipe. Je peux de manière préventive mettre en sécurité certains aspects. Là, pour un data center qui est de niveau de sécurité important, tier 3, tier 4,
un des problèmes est le taux d'engagement d'équipement pour réaliser ce tier 3, ce tier 4, ce niveau de redondance. Donc, on est en surcapacité, naturellement. Donc là, le CapStack, il va vous aider à être en juste capacité par rapport à vos équipements, votre consommation d'énergie, etc. Oui, mais aussi par rapport au taux de redondance exigé par rapport au contrat que vous avez vendu. Ouais. Plutôt que d'avoir 3 tours de refroidissement qui sont stressés avec un point chaud qui est juste dans l'axe de refroidissement, et puis les autres qui se tournent les pouces, hein, oui, elles sont en marche. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas elles qui vont refroidir. Hein. Parce que le point chaud, de toute façon, il est trop concentré. Donc, vous voyez, on est rentré là dans une optimisation et dans une pratique qui va pouvoir aller assez loin sur les performances du data center. C'est aussi le client. Oui. C'est pas que le data center. Le data center, il fait déjà plutôt bien les choses. Mais si vous, client, vous équilibrez mal vos VM, vos machines virtuelles dans votre data center, le data center, il ne va pas compenser. C'est très plaisant d'échanger avec vous parce que c'est un discours que nous tenons également sur Data Center Magazine, de rappeler que les opérateurs de data center sont assez efficients déjà d'une manière naturelle et depuis de nombreuses années, mais qu'il faut aussi réfléchir à la partie IT qui est également essentielle. Donc, du coup, la partie analyse de performance, etc., vous le faites et c'est très bien. Vous permettez également d'accompagner la contractualisation vis-à-vis des clients pour avoir beaucoup plus de précision. Je pense que c'est un point essentiel. Parlez-nous un petit peu de la partie urbanisation, parce qu'on sait que c'est un des domaines sur lesquels les acteurs du data center essayent de travailler et ils se heurtent également à leurs clients qui, eux, sont très restrictifs là-dessus. Il ne faut pas toucher à leur serveur. Il ne faut pas abaisser la température, alors qu'on peut faire plein de choses et vous accompagner donc cette démarche d'urbanisation. Oui, absolument. Là aussi, c'est un axe de progrès qui est essentiel, et qui est communautaire dans le domaine du data center, côté client comme côté fournisseur d'infrastructures. Le nombre de fois où on voit des baies qui n'ont pas de plastron, alors qu'elles sont en allée chaude ou elles sont en allée froide. Alors on leur dit, mais attendez, là, vous voyez bien qu'il n'y a plus d'allée chaude, d'allée froide. Vous avez un échange d'air qui est du pur gaspillage. On a fait une visite récemment chez un client. Donc, on a plein de gadgets pour faire des mesures volantes très rapidement, en débit d'air, en température, en humidité, etc. Puis, on lui a montré. On lui a montré. Et il a dit, ah, d'accord. Et on a cherché dans la salle et on a bien vu qu'il y avait quand même un certain nombre d'anomalies flagrantes des deux côtés, côté client-utilisateur, au niveau des plastrons, au niveau des baies sur de l'allée chaude, mais aussi au niveau distribution de l'air, l'urbanisation du cooling, la distribution de l'air dans la salle. On a dit, attendez, faites quelque chose. Nous, Capsdata, on n'a pas envie de travailler dans cette situation. Là, on va modéliser un truc qui marche mal. C'est ça que vous voulez? Non, corrigez déjà les anomalies flagrantes, quoi. Et y compris avec vos clients. Et donc, cette urbanisation, l'urbanisation du IT, l'urbanisation du cooling, nous, on le détecte sur tout ce qui est mauvaise utilisation des circuits d'air, de la partie aérolique qui refroidit, donc avec des problèmes de recyclage, avec des problèmes de mauvaise distribution d'air, de densité de trous dans les dalles, de puissance de froid produit, enfin, tous ces aspects-là amènent vraiment une réflexion du système complet du bâtiment dans son ensemble. On a une photographie plus de contextualisation, de mise dans l'environnement des points de mesure unitaires que l'on est en train de faire. Un point de mesure débit d'air, vous allez pouvoir le faire parler de différentes manières. Vous allez pouvoir le faire parler pour les équipes du IT, vous allez le faire parler pour les équipes qui font la maintenance des équipements, vous allez le faire parler pour l'équipe qui réfléchit sur le cooling dans son ensemble, etc. Donc, c'est vraiment ce métier-là sur lequel l'IA peut vraiment apporter énormément de choses. C'est reformuler, retraduire la data brute en information métier, en connaissance métier. Alors, si vous me permettez une dernière question qui sera en forme de conclusion. Donc, on va résumer. Vous captez l'information, vous la traduisez donc en
en tendance, voire éventuellement en conseil. Or, on sait que dans un domaine où on tend de plus en plus vers l'optimisation des flux, vers des choses qui sont de plus en plus pointues, sur la réduction également des équipements pour abaisser les coûts, entre autres de CAPEX, mais en essayant de gérer le risque, ce qui n'est pas simple. Est-ce que vous accompagnez également une autre démarche qui est celle de l'automatisation? Et est-ce que ce ne sera pas l'avenir du data center et de votre solution? Alors, on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore parce que si votre plancher technique est à 1 tonne mètre, vous allez être embêté pour empiler 40 U de GPU, quoi. Donc, les 40 kilowatts théoriques de la baie, vous n'allez pas pouvoir tout simplement, pour une raison mécanique, la mettre en place. Mais bien sûr que c'est l'objectif. C'est-à-dire, c'est travailler sur l'humain de manière à concentrer l'humain sur des points d'optimisation et donc confier aux automatismes ce qu'ils sont capables de faire de manière de plus en plus évidente. L'automation intelligente, de l'IA dans l'automatisme, c'est pour nous, c'est vraiment la voie du succès, c'est l'avenir. Nos composants, les IoT, sont des PC industriels intégrés dans les tableaux électriques, hein. Donc ils sont en ambiance Indus, ainsi que les capteurs. Donc on est dans la voie, dans la trajectoire, dans les épisodes à venir seront en tout cas dans cette direction-là, j'en suis convaincu. Et donc on vous suivra avec grand plaisir. Merci Didier, merci Dominique de nous avoir accompagnés sur cette journée du Data Center et de nous avoir rapporté cette très belle expérience donc, qui démontre enfin tout l'avenir du Data Center va passer aussi par des maîtrises technologiques que vous nous apportez. Merci. Merci à vous.